10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Cette Serie A est passionnante et ce vendredi, c'est un bon moment pour en parler. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour faire un petit tour en Italie. Ça fait plusieurs années que la Serie A est de manière officielle mon deuxième championnat préféré. C'est pas difficile, c'est le cas de beaucoup de personnes je pense. Ça fait 6 saisons qu'on a un champion différent année après année. Sur les 3 dernières saisons, on a eu 6 fois un club italien en finale de Coupe d'Europe, bien sûr 2 fois l'Inter en finale de Champions, 23 et 25, mais aussi la Fio, 2 années d'affilée malheureusement vaincue en finale de Conference League. La première Conference League, c'était il y a 4 ans, elle a été gagnée par la Roma qui est allée en finale d'Europa League à Budapest en 2023, et l'Atalanta évidemment contre Leverkusen, qui nous avait offert une nuit folle il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on assiste à une renaissance du foot italien? Nuançons et disons peut-être seulement de clubs, la sélection, la squadra, c'est autre chose. Mais je trouve vraiment que le foot italien nous régale. On n'est pas tout à fait de retour dans les années 90 non plus, on y retournera sans doute jamais. Mais je pense qu'entre son attrait sportif, sa culture, qui est quasiment inégalable, et aussi son tournant moderne, je trouve par exemple, c'est pas pour faire leur grande pub, mais je trouve par exemple que la chaîne officielle sur YouTube de la Serie A, honnêtement, le contenu qui sort, il est vraiment très bon. Ils n'hésitent pas à lâcher des résumés quelques heures après la fin des matchs, donc tu peux voir ce qui s'est passé le week-end pendant le week-end, ça c'est pas mal. Il y en a certains qui devraient s'en inspirer. Ils lâchent des résumés étendus de 20 minutes pour certaines rencontres, donc tu peux voir beaucoup de choses, pas juste les buts. Vraiment c'est sympa. Je m'intéresse beaucoup à la Serie A. Je pense qu'ils méritent largement leur rang de, à minima, deuxième championnat. Le plus intéressant, et cette année encore, ça a démarré très très fort. Alors, un petit peu dans tous les sens du terme, par exemple, sur les bancs, il y a 12 clubs qui ont changé d'entraîneur cet été. 12 gars qui sont là depuis moins de 3 mois. Des mecs super intéressants. Ensuite, on a eu un des matchs de la saison en Europe il n'y a pas longtemps, la bataille des frères Thuram, le derby d'Italia, 4-3, c'était magique. Ce week-end, dimanche 20h45, qu'est-ce qu'on a? AC Milan, Napoli, ça veut dire donc Modric contre De Bruyne en Italie, incroyable. Il y a beaucoup de raisons de suivre ce championnat, j'ai envie de parler un petit peu de Serie A aujourd'hui. On a fait une vidéo un peu similaire pour la Première Ligue il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'on reproduira le truc sur d'autres championnats. Mais le deuxième, dans l'ordre, qui m'intéresse le plus, je trouve que c'était logique d'y consacrer la deuxième vidéo. Cette fois, 5 storylines qui m'intéressent à suivre cette saison en Italie. Et la première, c'est l'an 2 de Fabregas, parce qu'on a dit 12 changements d'entraîneur, mais du coup, Fabregas, il est quasiment devenu un doyen. Il est resté, c'est sa deuxième année, à Como donc, qui est revenu en Serie A l'année dernière, bien sûr, après 21 ans d'absence, et qui a fait direct une 10e place. Alors, ils avaient démarré assez péniblement la saison. Première partie de saison, ils étaient relégables 18e et encore jusqu'à genre mi-février 16e. Mais ils ont terminé très très fort avec notamment 6 victoires consécutives au printemps, ce qui les a mis 10e. Assez loin quand même du top 9. Ils ont terminé avec 49 points la saison dernière. Bologne qui était 9e à 62. Le top 9, ça fait 3 années d'affilée en Italie que c'est en gros les 7 sœurs historiques, Naples, Inter, Juve, Roma, Fio, Lazio, Milan, plus Atalanta et Bologne. On devrait peut-être arrêter avec les 7 sœurs, peut-être que c'est les 9 nièces maintenant. Mais est-ce que Como, c'est un peu l'histoire de ce Fabregas en 2, est-ce que Como peut s'inviter dans ce haut tableau dès seulement la 2e saison en Serie A? Est-ce qu'ils peuvent faire partie des 9 nièces, des 7 sœurs ou encore un petit peu plus haut? Franchement, c'est possible. La Fio, par exemple, a très très mal démarré. Ils sont actuellement 17e, aucune victoire en 4 journées. La Lazio a mal démarré aussi avec une seule victoire en 4 journées. Como les a battus en J1 d'ailleurs. Franchement, Como peut viser l'Europe cette saison et c'est clairement le plan. Des 20 équipes de Serie A cette année, Como est de très très loin celle qui a investi le plus gros sur le marché des transferts. Pas forcément sur les dépenses, 107 millions d'euros dépensés, la Juve a mis plus, l'Atalanta a mis plus, l'AC Milan bien sûr a mis plus, Napoli a mis un petit peu plus, mais sur le solde dépenses moins revenus, Como est à quasiment moins 94 millions, c'est plus que le solde cumulé de la Juve et de l'Inter. Como
a fait très très fort. Et alors, selon Capology, ils ont seulement Como la 11e masse salariale de Serie A à 45 millions annuels. C'est ce qu'ils payent, 44,5, c'est ce qu'ils payent en salaire. 11e en Serie A, juste titre de comparaison, 44 millions, c'est à peu près ce que verse Monaco en France, qui est à 45. C'est le double de ce que met Lyon, Nice ou Lille, qui sont en Europe cette saison. Donc c'est clairement le plan de Como, payer cher, investir, ils ont de très loin les propriétaires les plus riches d'Italie, les frères Artono, qui sont deux Indonésiens, qui ont un empire là-bas. Je crois que leur fortune est évaluée à 44-45 milliards, ce qui en fait en vrai les troisièmes propriétaires les plus riches du foot, derrière grosso modo que Newcastle et peut-être le Paris Saint-Germain, peut-être Man City. Mais ouais, Como a des moyens très très gros. Ils ont un tout petit stade très à l'ancienne, mais qui rend super bien à la télé, avec ce quart de virage qui donne directement sur le lac. C'est ce qu'on voit très souvent quand on regarde Como. Bien sûr, ils ont la troisième équipe la plus jeune de Serie A cette saison, donc ils sont en train de bâtir patiemment, avec des prospects, avec quelques cracks, comme bien sûr Nico Paz. Cette action, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines contre la Lazio J1, où il fait une misère à Nuno Tavares, et après il envoie une passe en profondeur splendide qui casse deux lignes, plus un coup franc en fin de match, pour permettre à Como de gagner 2-0 ce match d'ouverture. Incroyable. Ça, je l'avais pas raté. Ce que j'avais raté par contre, en regardant tous les résumés de Como, j'avais raté ce but contre Genoa en J3, où il fait un petit turn comme ça pour se mettre sur son pied gauche et enchaîne avec une frappe à 23-24 mètres. Poum, incroyable. C'est un crack absolu. Ici, félicité par Maxence Cacré. C'est un méga crack, mais c'est pas le seul joueur intéressant de ce Como. Il fait la célébration, je ne sais pas si c'est une célébration Eukeres ou aussi en train d'essayer d'inventer quelque chose. Peut-être Nico, faut pas garder ça. Par contre, ce qu'il faut garder, c'est la qualité de sa patte. Je crois qu'il est déjà à 28 actions qui amènent à un tir cette saison en Serie A. C'est de très très loin le leader du classement. Mathias Soulé est deuxième, mais 22. Il y a déjà 6 d'écart. Il est troisième en dribble réussi aussi. Je crois qu'il a le premier volume de tir et le premier volume de passes clés. La saison de Nico Paz, j'en avais fait mon rookie de la saison dernière. Il est parti il est dans des standards de MVP de Serie A s'il continue comme ça. Il est très 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 fort. Et Como a d'autres joueurs, Nico Paz, mais aussi Hassan Diao, Jesus Rodriguez, qu'ils ont pris. Martin Baturina, malheureusement, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pour l'instant. En milieu défensif, Maximo Perrone. Quelques petits noms ici et là, des joueurs à suivre, l'immense, le crack Ignace van der Bremt, évidemment. Et ouais, donc ça donne envie d'être suivi Como, mais on est encore au tout début du projet. La star, ouais, c'est le coach. On verra si, avec leur immense budget, ils font comme d'autres et apprennent un Robinho, un Pastore pour ouvrir l'ère Como, mais je pense qu'ils sont partis sur quelque chose d'assez intelligent, d'assez mature, patient. Ils recrutent intelligemment, ils jouent un foot très intéressant. Attention à Como, il faut que j'aille voir d'un petit peu plus près ce qui est en train de se passer là-bas, mais c'est très intéressant. 4e place de ce top 5, la Roma. La Roma qui a un rêve, c'est celui de retrouver la petite musique. Après 2 étés d'austérité, en 22-23 et 23-24, où ils avaient dépensé 9 millions en 22-23 et 24 millions en 23-24. Sur les 2 derniers étés, sur les 12 derniers mois du coup, ils ont envoyé de gros chèques, 200 au total, pour prendre quelques vrais cracks. J'ai vu leur effectif contre Nice là, en Europa League. Bien sûr, ils ont pris Gasperini déjà. Ça c'est déjà pas mal. Mais j'ai vu l'équipe qu'ils ont alignée contre Nice en Europa, où ils font par exemple un double pivot Manu Koné, El Ainaoui, très intéressant. J'avais pas vu qu'ils avaient fait Tsimikas en tant que piston gauche. Ok, Ndika, Dovbik, Soulé, El Shaarawy. Et encore, il y a plein de mecs qu'ils ont laissés sur le banc. À ce moment-là, franchement, ils ont facilement un crack par ligne, la Roma. Miles Villar dans les buts, on en parlait saison dernière, peut-être le meilleur gardien d'Italie sur sa ligne en ce moment. Et il était 2e en PSXG saison dernière avec seulement Vanja Milinkovic-Savic au-dessus, et il est premier cette saison. Il rapporte pas mal de points à la Roma. Evan Ndika, qui a joué 38 des 38 matchs saison dernière, les 90 minutes à chaque fois, un Ironman qui s'est vraiment imposé comme étant le référent du trio défensif de la Roma. Manu Koné, qui est à un niveau équipe de France, mais plus que ça encore, qui est à un niveau titulaire équipe de France, très très fort en ce moment, et Mathias Soulé, qui a aussi fini la saison dernière super bien, et qui a repris très fort cette année aussi. Sur le banc, ils ont des mecs comme Wesley par exemple,
comme Evan Ferguson qu'ils ont fait cet été. Ouais, 2 mecs très intéressants. Evan Ferguson, on va voir ce que ça donne. C'était un vrai prospect, un crack à l'époque Brighton. Ça a été un peu ralenti par les blessures. Il a fait 2-3 trucs pas mal sur ce début de saison avec la Roma. Wesley a donné 3 points contre Bologne sur le match d'ouverture en marquant son premier but. Sur les pistons, c'est assez funky. Angelino Tsimikas à gauche, Wesley Devine Ranch à droite, Celik, mais qui joue un petit peu plus défenseur central, si je crois ce que j'ai vu. Après la trêve, ils vont récupérer Dybala qui était blessé et Leon Bailey aussi, qu'ils ont pris en prêt de Villa pour cette année. La Roma a l'air d'être en train de miser assez fort sur cette saison et j'avais écouté une interview d'Evan Ferguson quand il était arrivé et il disait ce que j'ai entendu dans le club là, c'est que l'objectif c'est la Champions. Ils ont pris Gasperini, 200 millions investis sur les 2 dernières années. Ils ont démarré avec 3 victoires sur les 4 premiers matchs. Saison dernière, ils étaient très mal en points. Quand Ranieri est arrivé, ils ont imprimé un rythme de champion d'Italie. À partir de décembre, ils ont perdu qu'un seul match. Ils ont enchaîné, je crois, 15 victoires, 4 nuls, 1 défaite, un truc comme ça. Une seule défaite sur même plus les 22 dernières journées de championnat. Et ils sont passés de la 15e à la 5e place, ce qui était malheureusement pas qualificatif pour la Champions en Serie A saison dernière. La saison d'avant, je pense que ça aurait été bon. Mais l'année dernière, c'était Angleterre et Espagne. Et donc ouais, c'est l'objectif, retrouver la LDC. Ils l'ont pas joué depuis 2019. Offensivement, ils sont capables de quelques très très belles choses. Ils n'ont pas beaucoup marqué cette saison pour l'instant, mais j'ai vu des étincelles. Dybala passe à l'intérieur, extérieur sur Evan Ferguson qui prend la position pivot un peu down low dans le poste et avec Mathias Soulé qui arrive de l'autre côté, qui est servi et qui en une touche bat le gardien. C'était contre Pise, c'était J2. Ce genre de combinaison, je sais que Gasperini aime bien les triangles offensifs. Je ne vais pas dire qu'il va reconstituer Papou Gomez, Zapata, Ilicic, mais est-ce qu'il y a moyen de faire un truc avec ces 3-là ou avec d'autres? Ils ont un peu de matériel offensif. Et ouais, retrouver l'Europe, même plus, retrouver la Champions. Bon, pour l'instant, ils sont dans le top 4, avec 3 victoires sur les 4 premières journées. Pourquoi pas aussi le faire en gagnant l'Europa? Honnêtement, l'Europa, le tableau cette année, en plus, comme il n'y a plus de reversé maintenant de Champions, je le trouve, si vous l'avez vu, je le trouve très prenable. Je crois que le favori pour Winamax, c'est genre Aston Villa, et qui est actuellement, je pense, 19e de Première Ligue, un truc comme ça, qui n'a pas gagné un match. Donc, qui vient de marquer son premier but l'autre jour en 5 journées. Donc franchement, je pense que l'Europa League aussi, elle est prenable pour la Roma, qui a fait de belles choses en Europe sur les dernières années. Attention à eux. Et cette histoire, quand même, de Gasperini, qui arrive après 9 ans à l'Atalanta, je trouve que c'est très très intéressant, à Rome. Voir Rome et mourir, à Rome faire comme les Romains, et suivons la Roma cette saison. Justement, avec le départ de cet homme, il y a aussi une vraie histoire. Quid de l'Atalanta, la DA dans l'inconnu. Ils ont perdu Gasperini qui a quand même été sur leur banc pendant 439 matchs, quasiment une décennie passée sur le banc de l'Atalanta. Si cette Serie A a beaucoup bougé sur les bancs aussi, c'est qu'ils ont perdu l'histoire Gasperini à l'Atalanta, Inzaghi qui est parti en Arabie Saoudite, les doyens, en gros, beaucoup de mouvements. Et en plus, ils ont remplacé Gasperini par Ivan Juric, qui a grosso modo pour lui le fait d'avoir été l'assistant de Gasperini il y a 10 ans, donc peut-être un peu de continuité, mais qui surtout la saison dernière s'est fait virer de 2 jobs, dont celui de la Roma, Southampton aussi, et la Roma, donc assez incroyable, comme si la Roma et l'Atalanta venaient d'échanger de coach, mais qu'il y en a un qui semble meilleur que l'autre. En plus, l'Atalanta, ils ont vendu Matteo Retegui en Arabie Saoudite pour 70 millions, mais c'était quand même le capocannonière de l'année dernière. 30 buts, quasiment 30 buts en Serie A l'année dernière, ils le perdent. Il y a eu le drama Lookman, il vient de rejouer 3 minutes, rentré en fin de match contre le Torino l'autre jour. Donc, progressivement, va être réintégré, mais ça aussi, ça a été un petit peu difficile. Et il y a 10 jours, on les a vus se faire écarteler par le PSG, 4-0, mais ça aurait pu être 6 ou 7, sans un très très grand Carnesecchi dans les buts. Qui est fautif sur un des buts, mais qui fait beaucoup de parades. Donc, ça démarre assez mal pour l'Atalanta. Est-ce qu'ils sont en grand danger? En vrai, en Serie A, ils n'ont toujours pas perdu. Et ils viennent d'enchaîner 2 victoires, 4-1 contre Lecce, 3-0 au Torino. De Ketelaar a mis un top doublé contre Lecce. Un petit enchaînement technique, pleine surface, où il finit pied droit, très sympa. Un autre but venu de la pression, où il termine pied gauche, donc un peu toutes les qualités de CDK illustrées là-dedans.
L'Atalanta a toujours pas perdu. Ils sont toujours capables d'aligner une belle équipe aussi. Je les ai vus par exemple avec un trio Kamaldin Sulemana l'autre jour, Lazar Samardžić que j'aime bien et Nikola Krstović qu'ils ont pris cet été et qui est déjà à 2 buts, 3 passes D. C'est le mec avec le plus de contributions décisives de Serie A pour l'instant. Je pense à égalité avec Yildiz ou Nikopas. Donc lui a bien démarré. Et en plus de ça, Lookman va revenir. Il y a toujours Scamacca, il y a CDK. Est-ce qu'il y a de quoi reconstituer un trident gaspérinien avec ça? Est-ce qu'il y a la matière pour? Karnesecki est très fort sur sa ligne, c'est un bon mec à voir derrière. Scalvini, Isakien, Kosunu. Bon, sinon, le reste n'a pas trop bougé. Et ils vont retrouver Ederson aussi, qui était blessé, qui n'a pas joué sur ce début de saison. Donc, ouais, je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont de la matière. Mais perso, j'ai jamais vraiment connu ce club sans Gasperini. La première saison de Gasperini, c'était 2016-2017. Ils font 4e. Faut pas oublier qu'avant ça, c'est 13e, 17e, 11e, 15e, 12e et série B. Après Gasperini, 4e, 7e, 3e, 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 8e, 5e, 4e, 3e. Ils ont totalement changé de dimension avec lui. Est-ce que le club peut survivre à son départ? C'est la question de l'Atalanta 2025-2026. Est-ce que ce que Gasperini a bâti est suffisamment durable, solide, pour survivre à son départ? Est-ce que même en changeant de coach, l'Atalanta peut rester installé au niveau des places européennes? Très très grosse saison pour eux. En plus, il y a un petit peu un duel à distance avec la Roma. Peut-être qu'ils vont se jouer grosso modo la même position, le même classement. Et je crois que les Bergamasques détestent la Roma. Donc avec Gasperini qui a pris désormais la tête de l'AS Roma, c'est assez spicy. Très grosse semaine qui arrive pour l'Atalanta. Ils se déplacent à Turin pour jouer la Juve demain. Ils ont Bruges en Champions. Bruges qui les avait tués l'année dernière en play-off. Et ensuite, réception de Côme, un autre gros morceau. Et la Lazio, qui va pas très bien en ce moment. Mais ouais, belle saison, belle semaine pour l'Atalanta. Et une vraie question, post-Gasperini, qu'est-ce que ça vaut? Avec peut-être des petits talents à découvrir, comme il y en a souvent à Bergame. Il me reste 2 trucs. D'abord, Milan. Mine de rien, ce Milan, est-ce qu'il faut s'en méfier? Ils sortent d'une saison horrible, 8e, 63 points. C'est leur total de points le plus faible depuis 2016-2017, époque Carlos Bacca. Ça, c'est un nom que j'avais totalement oublié. Je me souviens bien de l'époque. Carlos Bacca 2016-2017. Milan en est là. Ils ont été éliminés par le Feyenoord en 16e de Champions aussi. Ils ont perdu la finale de Coppa contre Bologne. Moment d'histoire, mais dur pour Milan. Il y avait eu la petite parenthèse Supercoupe en Arabie Saoudite contre l'Inter, le match fou, un bref moment d'espoir. Sergio Conceição, est-ce qu'il va tout résoudre? Le jeu à l'époque était quand même assez moyen, bien sûr. Il n'est pas resté. Cette saison, c'est critique, qui est un vrai rebond. Ils ont fait un énorme mercato, notamment au milieu, avec Jachari, Ricci, Rabiot, l'opportunité Rabiot, et bien sûr Luka Modric, avec Fofana et Loftus-Cheek. Franchement, ils ont du choix pour faire un trident. Ils ont beaucoup de choix. Ils ont un des milieux de terrain les plus complets d'Europe, je pense. Et ils ont très bien démarré. Alors, ils ont quand même perdu la première journée contre nos amis les Baskiroto Boys. Ouais, la Crémonaise, qui a, eux, toujours pas perdu. Mais derrière ça, 3 matchs, 3 victoires. Modric sur coup de pied arrêté, déjà une arme. Même 4 matchs, 4 victoires si on compte celui de Copa. Pulisic est en top forme. Il y a une grosse saison à venir peut-être pour Rafa Leao, que j'avais trouvé très intéressant dans ce rôle d'attaquant axial, dans ce qui est un 3-5-2 d'Allegri en pré-saison. Je me souviens contre Liverpool, bien sûr, il avait été top. Même contre Chelsea, il avait montré des choses intéressantes. Dommage, il s'est blessé mi-août sur le premier match de la saison et on ne l'a toujours pas vu. Donc le retour de Leao, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Avec ça, Milan pourrait peut-être continuer de montrer ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, qui est intéressant, mais peut-être en passant à une vitesse supplémentaire. Aussi parce qu'en ce moment, du coup, ils font beaucoup jouer Santiago Jiménez, mais qui est dans un manque de confiance complet. Alors, il a marqué en Copa, peut-être ça va le débloquer un peu mentalement, mais en Serie A, énormément d'occasions ratées. Depuis son transfert mercato hivernal dernier, ça n'a pas été top. Sur ce début de saison, c'est 2,54 XG pour Santiago Jiménez, aucun but, la bulle. Ça fait assez mal. Ils ont fait Nkunku, et du coup, je trouve que pour un 3-5-2, autant j'ai un peu une question sur les pistons, même si Selmakers, je pense, fait un bon début de saison, autant dans l'axe,
Leao Pulisic lancé pour une équipe de contre, je trouve que c'est effrayant pour n'importe quelle équipe qui va les affronter. Et Nkunku Jiménez en autre option, c'est pas mal aussi. Ça fait vraiment 4 bons noms, je trouve, pour un 3-5-2, un peu comme l'Inter de Lautaro Marcus. Mais derrière, ils avaient Taremi et Correa ou Arnautovic. Là, par exemple, je trouve cet AC Milan mieux fourni sur le quatuor d'ensemble, mais il faut que Santiago Jiménez retrouve la confiance pour ça. Ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette saison, donc aussi ils vont pouvoir se focus sur la Serie A. Et ouais, attention, on va voir ce dimanche, 20h45, Milan-Naples. Comme j'ai dit, Modric contre De Bruyne, mais aussi Allegri contre Conte. C'est un vrai test pour eux. Ça va être l'occasion de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Peut-être que ça peut être quelque chose. Après, les matchs que j'ai vus de Milan, à part la pré-saison, là, sur les matchs de Serie A, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais niveau confiance, je pense qu'ils sont là. Ils enchaînent les victoires en ce moment. Et on verra dimanche. Ce sera un vrai gros révélateur. Et on sera devant cette affiche, méga affiche de Serie A. Enfin, la Juve. Parce qu'avant qu'on ait 6 fois d'affilée un champion différent, faut pas oublier que la Juve en a pris 9 de suite. Il y avait une époque, c'était la dictature noire et blanche. Plus aucun titre pour la Juve depuis le Covid. Et en plus, avec des finishes assez compliqués, 4e, 7e, 3e, 4e. Ils s'accrochent aux places qualificatives Champions. Mais est-ce que cette année, la Juve de Tudor peut faire mieux ? Et faire mieux, ça veut dire regagner le titre. Ils ont fait un mercato, notamment offensivement, assez costaud, avec David, Openda, Jegrova. Ils ont finalement gardé Vlahovic. Vlahovic qui a démarré la saison avec la furie du survivant. 3 entrées en jeu en Serie A, plus en Ligue des Champions, 4 buts, une passe décisive. Il était l'homme du comeback contre Dortmund. C'était un peu moins bon quand il a été titularisé ensuite. Mais ouais, il a quelque chose à prouver. Ils ont avec Kenan Yildiz, le joueur du mois d'août, le meilleur espoir de Serie A l'année dernière. Mais cette saison, je dirais peut-être le meilleur joueur tout court. Il est incroyable. Il a démarré sur des bases ahurissantes. Il a même porté le brassard l'autre jour. Il est très fort, très chaud. C'est le plus jeune capitaine de l'histoire de la Juve. Quand il a enfilé ça, c'était comme Locatelli n'était pas là. Ils ont aussi Chico Conceição qui est revenu et qui a mis un top but ce week-end contre Verona dans son plus pur style. Incursion parallèle à la ligne des 16 mètres. Et après cette frappe lourde mais basse, pied gauche. Leur secteur offensif, honnêtement, Vlahovic, si c'est à ce niveau-là, David, Openda, Jegrova, Conceição, Kenan Yildiz et le petit Hadzic aussi qui avait bien marqué bien sûr ce but extraordinaire contre l'Inter, le but du 4-3 dans ce derby d'Italia fou. Ils ont normalement un secteur offensif doté pour faire un peu mieux que les 16 matchs de la saison dernière. Normalement, ils en font moins cette saison. Et même Coupe Miners, à voir, mais contre Dortmund en tout cas, match que j'ai vu en intégralité, je trouvais qu'il a fait vraiment un beau match, que ce soit dans le jeu progressif, dans la pression, il y avait eu du jeu même dos au but, en appui remise comme ça, pour aller vite piquer en transition, c'était pas mal. Je pense Coupe Miners, c'est bien sûr décevant par rapport au montant investi l'été dernier, et même cette saison encore, c'est encore un peu inégal. Mais s'il fait plus de matchs comme celui-là, peut-être qu'il peut se faire une place et encore permettre à la Juve de faire un jump de qualité. La question que je pose pour la Juve, c'est enfin, point d'interrogation, regagner le titre. Aussi parce que avec l'Inter en reconstruction, qui n'a pas super bien démarré, nouveau coach, Chivu, forcément ça va prendre un petit peu de temps. Naples, c'est fort, Naples j'aime bien, c'est encore mes favoris cette saison. Mais c'était pas non plus la saison dernière, le Naples, Kfara Osimhen, le Naples qui roule, qui fait 90 points, qui écrase tout sur son passage. Ils avaient marqué que 59 buts la saison dernière, Naples. Ils avaient seulement le troisième différentiel de toute la compète. Donc c'était pas un champion mastodonte absolu. Ils vont être forts cette année, ils vont être peut-être encore plus forts que la saison dernière, mais je pense qu'ils sont pas tout à fait imprenables non plus. Et si cette série A m'intéresse encore une fois beaucoup en 25-26, c'est que je pense que la course au titre est assez ouverte. Donc peut-être que la Juve peut s'en mêler, mais peut-être d'autres aussi. Peut-être qu'on peut avoir encore une folie, peut-être qu'on peut avoir un 7e champion différent, ou alors Naples, qui fait 3 titres en 4 années, ce qui est assez dingue, vu là d'où ils viennent historiquement, avec seulement 2 titres à l'époque Maradona. Mais ouais, très intéressant. La Juve a aussi 5
Franchement, c'est une vraie équipe à suivre des prochains jours, si ça vous intéresse, parce que l'Atalanta, demain 18h, gros match. Mais Villarreal, déplacement à Villarreal en Champions mercredi, aussi gros match. Villarreal a très très bien démarré la saison. L'AC Milan, dimanche, Côme en déplacement, et le Real Madrid au Bernabeu. Ça, c'est les 2 matchs qui sont après la trêve. Tu peux même ajouter un déplacement à Rome pour jouer la Lazio. C'est sacrée période qui s'ouvre pour la Juve. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose en Champions aussi? On verra, peut-être le calendrier est un petit peu lourd. Mais ouais, je trouve cette Serie A, beaucoup de coachs qui ont changé, beaucoup de recrues, notamment sur les postes offensifs, notamment dans les gros clubs. Donc ça m'intéresse beaucoup, et j'avais déjà parlé pas mal du Napoli, déjà. J'ai déjà commencé à évoquer un petit peu l'Inter, mais je pense qu'on peut se refaire un point plus approfondi quand on aura plus de matière sur eux, nouveaux coachs, comment ils intègrent leurs nouveaux joueurs, notamment offensifs, au milieu de terrain. Est-ce qu'on voit plus de Petar Susic, Andy Diouf, etc. Peut-être on pourra faire un focus un petit peu plus approfondi sur l'Inter dans quelques semaines. J'ai pas non plus parlé du Parme de Carlos Cuesta, mais ouais, ça m'intéresse. Le mec est plus jeune que moi et il manage une équipe de Serie A à 30 ans. Incroyable, mais je pense que ça n'a pas très très bien démarré pour l'instant. Il y a la Cremonaise de Jamie Vardy, incroyable. On a parlé de Modric, de De Bruyne, mais pas encore de Jamie. Ça, c'est fou. Elle est toujours invaincue, cette Cremonaise. Mais je voulais vous faire un petit top 5 et voilà. Approfondir un petit peu la réflexion sur ces 5 clubs: Como, Roma, Atalanta, Milan et Juve. J'espère que ça vous a plu. Ce week-end, Milan-Naples, dimanche 20h45, énorme match. Mais il y a aussi la veille, samedi, 16h15, le derby de Madrid, Atleti-Real, hyper important pour le titre. On va voir ce que ce Real a dans le ventre en déplacement au Metropolitano. Est-ce que Julián Álvarez va encore claquer un triplé? Méga match. Et très très hype pour ça. J'espère qu'on en fera une vidéo. Rendez-vous demain pour voir. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end. C'était un plaisir de vous retrouver. Toujours un peu rouillé quand ça fait quelques jours d'affilée sans vidéo. Toujours, en vrai, les semaines Champions, elles sont taxantes, elles sont exigeantes, mais c'est aussi plus facile. Et là, c'était moins taxant, moins exigeant physiquement, moins obligé de me coucher à 1h, 1h30 toutes les nuits, mais mentalement plus dur. C'est bien quand il y a les matchs qui s'enchaînent aussi, pour rester dans le groove. Avec cette vidéo, avec ce gros week-end et avec la semaine qui arrive, notamment ce Barça-PSG, ça devrait permettre de remettre les choses au clair. Très content de vous retrouver en tout cas. Passez un top week-end. Merci d'être là comme d'habitude. Et on se dit à très vite. Bisous.